est importante, à mon avis, pour les cliniciens, donc pour savoir quelles sont les substances à problème, mais aussi les substances qui peuvent avoir un intérêt thérapeutique. Et comme la notification était souvent insuffisante pour avoir des précisions, les CEIP, donc ces centres, ont imaginé des outils, des enquêtes plus précises, plus spécifiques, pour essayer d'évaluer les problèmes. Donc là, pour cette présentation, on ne verra que les médicaments de substitution aux opiacés. Donc merci d'abord à vous tous de participer à ces enquêtes et notifications. C'est un rôle très important et qui permet d'informer les cliniciens, le public, et aussi apporter des messages au niveau de la pratique clinique. Et une des valences actuelles, c'est cette mise au point sur la buprenorphine qu'a fait l'ABSAPS, et donc vous pourrez avoir quelques exemplaires des résumés qui montrent l'intérêt de cette mise au point pour essayer de progresser dans le bon usage du médicament. Donc ces outils de ces centres, ces différentes manières d'évaluer et de préciser les choses, soit les notifications, soit les prescriptions, donc voir ce qui se passe en pratique dans les centres spécialisés, les XAPA, mais aussi en ambulatoire, donc le rôle des médecins généralistes et addictologues, les ordonnances falsifiées, les données d'assurance maladie et malheureusement parfois aussi les décès. Donc, rappelez quand même l'intérêt des médicaments de substitution, puisque l'enquête Oppidum, dont on parlera plus tard, montre à l'évidence que l'héroïnomanie a été tout à fait diminuée grâce à l'apport de la substitution par la buprenorphine et la méthadone. Et on a vu aussi la diminution de l'usage par voie intraveineuse. Alors, les médecins généralistes et addictologues en ville sont impliqués par ces enquêtes et donc ils sont sollicités par cette enquête qui s'appelle OPEMA et qui se développe depuis 2008. Et vous voyez que la surface d'implantation de cette enquête s'élargit progressivement, avec un contrôle qualité qui montre que les fiches remplies par les médecins sont tout à fait de bonne qualité. Les patients augmentent en nombre, donc les fiches remplies sont augmentées. On voit que les patients sont plus âgés qu'en centre spécialisé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir l'importance de l'évaluation des pathologies associées et de montrer finalement en médecine ambulatoire, les patients ont des problèmes graves, aussi bien sur le plan infectieux que sur le plan psychiatrique. Donc c'est important de le signaler. Et les médecins, par là, montrent qu'ils ont un rôle très important dans la prise en charge de ces patients. Donc, méthadone, on voit que là aussi, la prescription se fait, donc, y compris la gélule, qui intervient pour 36% des patients sous méthadone, mais aussi la buprenorphine. Et là, on voit la différence qu'on verra à nouveau en centre spécialisé, la différence entre le princeps et le générique. La dépendance primaire à la buprenorphine existe, mais elle est finalement, heureusement, pas trop importante. Et là aussi, on voit des injecteurs et des sniffers de buprenorphine. Oppidum, donc c'est en centre spécialisé. Donc la dernière enquête vient de sortir. Et on voit que là aussi, c'est une enquête qui inclut beaucoup de patients en France métropolitaine, mais aussi en Outre-mer. Et c'est important d'avoir aussi une vision de ce problème, aussi bien dans ces régions-là, et de voir que c'est une enquête qui est pérenne, puisque ça dure depuis 90. Donc c'est très, très important d'avoir depuis 20 ans, on a une information sur la prise de substances dans les 7 jours précédant l'interview du patient. Et donc, probablement vous-même y participez dans les XAPA. Donc, on voit que ces patients interrogés dans les XAPA ou autres centres consomment de la méthadone ou du sirop. Et soit ils sont dans un cadre de protocole, c'est-à-dire qu'ils sont suivis, qu'ils ont un contrat pour aussi bien le sirop que la gélule. Et quelquefois, il y a des patients qui viennent plus épisodiquement, donc qui sont considérés comme hors protocole. On voit que la posologie reste assez stable, donc à 60 mg, et que finalement, il n'y a heureusement pas trop d'obtention illégale chez ces patients suivis en centre.
et qu'il y a malgré tout des patients qui, dans les 7 jours précédents, ont consommé aussi de l'héroïne et qui consomment aussi des benzos, ce qui peut comporter des risques, on le verra plus tard. La répartition des patients donc, sous méthadone, on voit qu'ils sont un peu plus jeunes qu'en ville, mais on voit aussi que les patients qui sont sous gélule eh bien, sont un peu plus âgés, ont une posologie plus faible et sont moins abuseurs d'héroïne, donc ce qui correspond bien au souhait que l'on a d'avoir des patients relativement stabilisés lorsqu'ils ont une prescription de méthadone gélule. Pour la buprenorphine, donc là aussi, donc les patients interrogés dans ces centres, eh bien, soit ils sont sous le princeps, soit sous générique. Et on voit que globalement, il y a des patients qui utilisent plusieurs voies, mais certains donc, utilisent la voie nasale ou la voie intraveineuse et parfois obtiennent la buprenorphine de façon illégale. Donc ça, c'est les patients les plus contractualisés dans les centres, donc c'est sous protocole. Et on voit que malgré tout, ils consomment aussi des benzos, de la cocaïne et de l'héroïne, mais c'est bien sûr, cette fréquence augmente chez les patients qui sont hors protocole. Alors c'est intéressant de voir s'il y a des différences entre le princeps et le générique. Donc l'âge n'est pas très différent, mais enfin on voit que la posologie sous générique est un peu plus faible. La voie intraveineuse est plus faible également, mais elle existe et il y a un peu moins de consommation d'héroïne. Mais on voit qu'il y a quand même une différence, mais elle est moins notable que les premières années de la commercialisation de génériques. Probablement, il y a un estompement de la différence. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Oppidum s'intéresse au centre pénitentiaire. Alors, on interroge les patients pour savoir quelle était leur consommation avant leur entrée en prison. Donc, ce n'est pas leur consommation en prison, mais c'est avant l'entrée. Mais on voit que c'est une population qui est plus problématique, plus précaire, utilisant des voies détournées, la voie nasale en particulier, et qui ont des consommations aussi d'alcool souvent problématiques. Donc, et également l'obtention illégale de médicaments avant l'emprisonnement. Alors un autre aspect qui est fait en collaboration avec l'assurance maladie et les collaborateurs de l'agence du médicament, donc le département stupéfiant, en particulier Cédric Collin, c'est de voir un petit peu le parcours des patients au cours du temps. Et c'est ce qu'on appelle l'EGB, l'échantillon généraliste bénéficiaire. C'est un peu moins d'1% des patients pour lesquels on a un suivi qui pourra être de 20 ans. Donc il n'y a pas de perte d'informations. Il n'y a malheureusement pas beaucoup de données cliniques, mais par contre il y a des informations intéressantes sur la consommation. Et ce qui est intéressant à pointer là, c'est le fait qu'il y a un turnover assez important qu'on n'arrivait pas à bien évaluer auparavant. En gros, il y a 2000, sur les 100 000, un peu plus de 100 000 patients sous buprenorphine, il y a à peu près 2000 patients intermittents, c'est ce qu'on voit en bas, donc des patients qui prennent une année, puis qui arrêtent, et puis qui en prennent une fois au moins en 2008, et puis des nouveaux patients. Donc c'est important à savoir parce que il y a un turnover, donc on peut imaginer qu'il puisse y avoir donc, ces patients qui vont consulter en médecine générale ou en addictologie, et c'est des patients qui éventuellement peuvent être naïfs, ne pas être tolérants des substances. Donc ça justifie ce message qui apparaît dans la mise au point faite par différents intervenants et au niveau de l'AFSAPS, c'est qu'il y ait un suivi rapproché le premier mois, donc une fois par semaine, que les patients soient suivis une fois par semaine le premier mois de leur instauration de traitement. Et on voit que c'est assez fréquent puisqu'il y a peut-être 22 000 patients qui chaque année vont voir pour la première fois un médecin généraliste. Donc c'est vrai ou un addictologue. Donc c'est quelque chose qui peut être une prise en charge plus importante qu'on pouvait le croire au départ du fait de cette intermittence. Autre évaluation faite par les collègues
de Joël Micallef, Vincent Pradel, donc, c'est avec l'assurance maladie de voir quelle est la polyprescription, c'est-à-dire, en particulier dans les Bouches-du-Rhône, c'était particulièrement important, il y a environ 25% de buprenorphine qui est prescrite en trop, en excès. Manifestement, la personne ne peut pas consommer autant de buprenorphine qu'elle en a eu en prescription. Elle a vu peut-être 20, 50 patients, médecins différents. Et donc, c'est une quantité importante en surplus et qui peut correspondre à des pourcentages importants dans un département. Et il y a eu une campagne, un plan d'action de l'assurance maladie qui a fait diminuer temporairement au moins cette partie polyprescrite du fait du nomadisme médical. Et on voit que cette polyprescription et cette réduction de cette polyprescription n'a pas nui à l'accès aux soins. Le nombre de patients traités n'a pas diminué. C'était important de bien vérifier que cette campagne de l'assurance maladie n'aboutissait pas à une diminution de l'accès à la buprenorphine pour les patients. Autre moyen avec Oppidum, c'est de voir les différences régionales. Il y a beaucoup de données, là je n'en fais qu'une pour le sulfate de morphine dont on va reparler tout à l'heure, mais il y a des différences aussi d'usage et de prescription du sulfate de morphine. Et on pourrait aussi voir des différences régionales, même très très locales, de diffusion et d'abus de substances comme la buprenorphine par exemple, qui pourraient être montrées. Autre information qui est intéressante, donc là on a vu un petit peu le paysage des patients qui viennent soit en médecine générale, soit en centre. En plus, l'ordonnance qu'ils ont, elle peut être intéressante et c'est pour cela qu'il a été effectué des enquêtes auprès des pharmaciens pour savoir finalement, après la suppression du carnet à souche, que deviennent ces prescriptions d'antalgiques stupéfiants. Et parmi ces données que l'on peut recueillir sur le fentanyl utilisé pour la douleur, il y a des informations que l'on recueille sur la substitution officieuse chez des patients toxicomanes. Donc c'est qu'une petite partie de l'enquête, mais qui permet de voir que chaque année, et c'est tout à fait bien échantillonné au niveau national, donc on peut voir qu'il y a effectivement d'usage d'autres substances dans la substitution de façon officieuse, mais c'est important d'avoir un peu une impression qui est confirmée par ailleurs dans différentes enquêtes, comme on a vu Oppidum et Opema, que je n'ai pas le temps de trop détailler. Et puis, donc, la prescription est faite, l'ordonnance arrive chez le pharmacien, et parfois, il peut y avoir aussi une falsification d'ordonnance, et c'est un très bon moyen d'évaluer le potentiel d'abus. Si une ordonnance est falsifiée, eh bien, il y a probablement une substance qui est tout à fait attractive, et on fait une évaluation de ces ordonnances falsifiées au niveau national. C'est Toulouse qui s'occupe de coordonner ce travail. Et donc, on voit qu'il y a, en fonction des chiffres de vente et de la dose journalière, on peut voir que, par exemple, la buprenorphine, eh bien, chaque année, donne lieu à des ordonnances falsifiées. C'est moins que le flunitrazepam, le Rohypnol, mais c'est quand même quelque chose qui reste tout à fait stable et qui correspond tout à fait à un potentiel d'abus que l'on connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est un même travail qu'a fait Marie Zappert, qui est à mon extrême gauche, un travail qui a été fait au niveau européen. Eh bien, en fonction de l'accessibilité d'une substance dans un pays, eh bien, l'abus est différent. Donc, vous voyez que la buprenorphine, et surtout donne lieu à des ordonnances falsifiées en France et en Espagne, et par contre, d'autres substances peuvent être beaucoup plus abusées ailleurs en fonction de leur réglementation. Alors, on a vu le patient, on a vu sa prescription, l'ordonnance, et puis on vous demande de signaler des cas d'effets indésirables, de problèmes, de détournement, mais aussi de complications de détournement qui montrent les conséquences de l'injection, du sniff et autres. On connaît le syndrome de Popeye, donc les mains bouffies. On connaît plus récemment les données
d'injection probablement intra-artérielle ou dans des petites artérioles qui donnent ces purpura, ces diamites lipidoïdes. Et c'est le CUP de Nantes qui travaille là-dessus. Donc, il est important de signaler ces cas de lésions cutanées. Et toutes ces informations sont intéressantes pour avoir un peu un panorama de ce qui se passe en France. Il faut le signaler. Alors, l'injection, eh bien, l'injection, quand on regarde ces effets expérimentaux, on voit que l'injection de buprenorphine, finalement, n'a plus les effets de plafond que l'on connaît par voie sublinguale. Et donc, on comprend finalement que la buprenorphine, comme la méthadone, comme la morphine, peuvent être injectées, puisque finalement, ils ont des effets assez similaires dans ces cas-là. Et ça peut expliquer ainsi les effets indésirables. Alors, les données d'injection sont variables selon les études. Vous voyez qu'en bas, c'est oppidum et opéma. Pardon. C'est oppidum et opéma. Mais on voyait que si on s'intéresse à des patients plus à problèmes dans les cas rudes, eh bien, on aura des informations des cas d'injecteurs beaucoup plus fréquents. Donc, il faut bien savoir de quoi on parle. Mais c'est important d'avoir un suivi, donc un suivi pérenne de cela. Et puis, les données d'assurance maladie permettent aussi de détecter des problèmes et d'avoir l'importance du phénomène. Et c'est par exemple le fait que des patients sous buprenorphine achètent dans l'année beaucoup d'acide fusidique. C'est un argument pour penser qu'ils ont quand même beaucoup d'abcès et qu'ils sont traités par fusidine pour ces abcès. Donc c'est un moyen d'évaluer l'importance des complications, ce qu'on a assez rarement en vision globale. Le SNIF de la buprenorphine, c'est quelque chose qui est important aussi à connaître. Et dans les données que je vous ai présentées, on voyait que en médecine ambulatoire, il y avait 6% des patients interrogés qui sniffent la buprenorphine, 13% des patients en centre. Et on voit dans les travaux tout récents de Middleton que, eh bien, que la buprenorphine soit seule ou qu'elle soit associée à naloxone, eh bien, on a quand même des effets agréables, donc ce qui est recherché par le patient, mais aussi des effets de désaturation avec la forme 8 mg. Donc, on n'est pas tellement étonné, donc ça passe bien. Donc, la buprenorphine passe bien par voie nasale. Autre aspect qui est important à connaître, c'est les centres de sevrage. C'est d'une part, on a eu, lorsque les génériques ont été commercialisés, on a vu des centres de sevrage. Est-ce qu'il y avait une différence de bioéquivalence? Ces problèmes ne sont pas été déclarés secondairement, donc ce problème semble maintenant tout à fait estompé et passé. En revanche, ce que l'on voit, c'est les interactions médicamenteuses. Et là aussi, c'est important de bien lire la mise au point à buprenorphine. Comme c'est un agoniste partiel, on peut avoir des centres de sevrage lorsqu'on associe buprenorphine et méthadone, buprenorphine et morphine. Et bien sûr, la naltrexone antagonise les effets de la buprenorphine et donc il faut être informé de ça. Par ailleurs, bien sûr, on décrit des sevrages néonataux. La valeur marché noir, donc c'est aussi important de l'avoir. Actuellement, le princeps vaut plus cher que le générique, mais ça peut changer. Et donc, c'est important d'avoir une évolution, de savoir un peu ce qui se passe au niveau donc, du marché noir. Enfin, le dernier problème qui est pas le plus négligeable, c'est les décès. Donc, chaque année, avec les biologistes experts, on a des décès qui sont argumentés sur le plan clinique, légiste et aussi analyse toxicologique. Et on voit que la méthadone, il y a des cas de décès, qu'elle soit seule ou associée, qu'il y a des sujets naïfs et aussi des patients qui accumulent, qui stockent la méthadone pour ensuite avoir des effets indésirables. Pareil pour la buprenorphine. Il y a des cas de décès, avec les benzoles plus souvent, mais il y a des cas où la buprenorphine est seule. Donc globalement, le chiffre augmente chaque année un petit peu. Et le sommeil peut avoir un effet dépresseur respiratoire en même temps que la buprenorphine, ce qui explique les morts retardées. C'est ce qu'a bien montré en Finlande Häkkinen tout récemment. Et puis d'autres substances peuvent induire des décès. La morphine, donc chaque année, le nombre de cas de décès par morphine augmente. Et donc, c'est ce qui peut inquiéter pour le scannant.
Donc, ces conséquences, donc les décès doivent nous alerter et justifier là aussi un suivi rapproché et aussi informer, toujours le risque de polytoxicomanie, informer des risques pour les patients et leurs familles de déblistériser de ne pas déblistériser les gélules, par exemple. Et puis le programme futur de prescription de naloxone qui peut être intéressant chez les sujets à risque. Conclusion, les outils des CEIP pour lesquels j'ai fait un panorama rapide sont importants pour informer les professionnels de santé, pour évaluer ces données de santé publique grâce à des enquêtes pérennes, et elles permettent aussi d'avoir des propositions innovantes, naloxone chez les patients qui risquent de faire des surdosages, et aussi la substitution injectable. Et je remercie tous les acteurs qui ont participé à ce type de travail et donc qui jouent un rôle très important. Je vous remercie.